Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 26 août 2025 et nous sommes à la 400e épisode du podcast, incroyable. Je tiens encore une fois à vous remercier d'écouter ce podcast qui est fait pour vous et uniquement pour vous et j'espère que vous allez bien. Vous êtes aussi surprenant que moi. Je pensais vraiment pas qu'on arriverait au 400e. Mais j'ai dit, j'arrêterai au 1000e. Alors au sommaire de cet épisode, une campagne de phishing exploitant Google Classroom de Checkpoint Research, répression technologique en Russie avec possibilité de bannissement de Google Meet d'après The Record, arrestation de 4 suspects d'attaque contre des distributeurs automatiques par Europol, des travaux du NIST sur la science médico-légale et la normalisation, c'est hyper intéressant, surtout pour ceux qui font du forensique. Failles et portes dérobées dans le chiffrement des radios tétra militaires et police d'après Bruce Schneier. Émergence du modèle criminel Impersonation as a Services, The Register. Recommandation de l'ACSC pour la protection des clés et secrets cryptographiques en Australie. Et surtout une super bonne nouvelle, on a raté quelque chose hier, c'est le 34e anniversaire de Linux, socle mondial de l'open source. L'ajout par la CISA de nouvelles vulnérabilités activement exploitées dans le catalogue Kev. Et bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans cet épisode qui sont disponibles sur le site de radiocesseur.org ou dans la description du podcast. Commençons par une campagne de phishing massive via Google Classroom. Des chercheurs de Checkpoint ont mis à jour une campagne de phishing à grande échelle exploitant la plateforme éducative Google Classroom. En l'espace d'une semaine début août 2025, les attaquants ont lancé 5 vagues coordonnées diffusant plus de 115 000 emails malveillants, ciblant 13 500 organisations de tous secteurs, notamment en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Ces courriels prenaient la forme de fausses invitations Google Classroom, abusant de la confiance envers ce service légitime pour passer les filtres de sécurité. Ils contenaient des offres commerciales sans lien avec l'enseignement, revente de produits, services de SEO, etc. et incitaient le destinataire à contacter un numéro WhatsApp, une astuce visant à faire sortir l'échange des canaux professionnels surveillés. Un article assez intéressant de la part de chez Checkpoint. Alors si on prend l'anatomie de la campagne, le volume c'est environ 115 000 emails de phishing envoyés entre le 6 et le 12 août 2025. Ils ont ciblé les 13 500 organisations, jusque-là il n'y a pas de sujet. Mais le leur c'était ces fausses invitations à rejoindre une Google Classroom. Ça passait sans aucune difficulté tous les filtres. Mais malgré cette ruse sophistiquée, consistant à s'appuyer sur l'infrastructure de Google, la solution de protection Harmony Email and Collaboration de Checkpoint a détecté et bloqué automatiquement la majorité de ces tentatives de phishing. Bon, ça c'était le côté publicité. Les quelques messages restants ont été neutralisés par des couches de sécurité additionnelles, mais qui n'ont pas été documentées dans l'article, empêchant leur arrivée dans les boîtes de réception des utilisateurs. Cet incident illustre une nouvelle fois l'importance d'une défense en profondeur. Les attaquants exploitent de plus en plus des services de cloud légitimes pour leurs attaques, rendant insuffisantes les passerelles email traditionnelles si elles ne sont pas renforcées par des technologies de détection avancées. Là, je reconnais que de ce côté-là, Checkpoint a parfaitement raison. Les traditionnels emails de filtrage qu'on met en périphérie, bon ça c'est l'informatique à papa. Il faut passer à autre chose aujourd'hui. Il faut être vraiment dans le comportemental. La Russie envisage de bloquer Google Meet dans sa répression technologique. Un haut responsable russe a déclaré que Moscou envisage de bloquer le service de visioconférence Google Meet dans le cadre de sa campagne de répression contre les technologies étrangères. Andriy Svintsov, vice-président du comité parlementaire russe sur les technologies de l'information, a affirmé que toute application occidentale représentant une menace pour la sécurité nationale pourrait être interdite, citant le risque qu'elle espionne nos citoyens et envoie des informations aux renseignements occidentaux. Cette déclaration fait suite à des perturbations de Google Meet signalées en Russie fin août, où plus de 2300 utilisateurs ont rapporté des appels figés, des pannes audio-vidéo et des arrêts intempestifs de l'application. Le régulateur russe, Roskomnadzor, a lié avoir restreint Google Meet, et Svintsov a suggéré que ces dysfonctionnements pourraient provenir d'un flux soudain d'utilisateurs après que la Russie a limité les appels sur WhatsApp et Telegram plus tôt dans le mois. Des observateurs indépendants estiment qu'un bannissement de Google Meet est probable. Le Kremlin cherche à promouvoir sa propre application de messagerie baptisée Max, développée par l'équipe du successeur du fondateur de vContact,
Et à partir de septembre, Max sera préinstallé sur tous les smartphones neufs vendus en Russie, reflétant la volonté des autorités de remplacer les services occidentaux par des alternatives nationales. Ce durcissement s'inscrit dans une série de mesures nationales. Et depuis le début août, le gouvernement russe a déjà bloqué des appels vocaux et vidéos sur WhatsApp et Telegram, accusant ces applications américaines de faciliter la fraude, le sabotage et le terrorisme. Moscou a exigé que ces entreprises qu'elles partagent les données utilisateurs avec les services russes, faute de quoi les restrictions ne seraient pas levées. WhatsApp, le groupe Meta, a publiquement dénoncé cette décision, y voyant une tentative de priver les citoyens russes de communication sécurisée et de les forcer à utiliser des services moins sûrs permettant la surveillance gouvernementale. Toujours d'après The Record. On apprend un démantèlement d'un réseau d'attaque de DAB, des fameux distributeurs de billets, où 4 suspects ont été arrêtés. Une opération conjointe entre les autorités autrichiennes, néerlandaises et allemandes, appuyée par Europol, a abouti à l'arrestation de 4 individus soupçonnés d'attaque à l'explosif contre des distributeurs automatiques de billets en Europe. Ces suspects sont accusés d'avoir mené des braquages de DAB, donc des fameux ATM, à l'aide d'explosifs en Autriche et possiblement en Allemagne. 2 des individus, présumés être ceux qui posaient et faisaient détonner les charges, ont été interpellés en Autriche, tandis que 2 complices présumés ont été arrêtés simultanément. Parallèlement, plusieurs autres membres du réseau auraient été identifiés en Allemagne, agissant en tant que facilitateurs logistiques. Le 19 août 2025, une journée d'action coordonnée a été menée dans les 3 pays. Des perquisitions simultanées ont eu lieu dans 12 sites, notamment des garages et des domiciles, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les forces de l'ordre ont saisi de nombreuses pièces à conviction, incluant 16 500 € en espèces, 2 engins explosifs, un véhicule puissant de fabrication allemande, utilisé pour la fuite, ainsi qu'un scooter et 2 autres véhicules servant à la logistique des attaques. Ce coup de filet porte un coup d'arrêt à un mode opératoire dangereux qui avait causé des dommages importants aux agences bancaires ciblées. L'enquête, baptisée Opération Daiko 2, souligne l'efficacité de la coopération policière transfrontalière face à la menace des attaques de distributeurs de billets. Le National Institute of Standards and Technology, le fameux NIST, joue un rôle clé pour renforcer la base scientifique dans la science médico-légale, ce qu'on appelle la forensic science. Il ne faut pas oublier que le forensic était d'abord sur les gens qui étaient morts, sur les cadavres, etc. Et c'est extraordinaire comment ils font de la recherche et de la normalisation sur ce sujet. Son programme, Forensic Science, couvre de nombreux domaines d'expertise. Ça va inclure l'analyse d'ADN, vous allez dire, mais quel rapport avec la cybersécurité? Vous allez voir que quand vous lisez les documents, j'ai passé un peu de temps à les lire, c'est vraiment le bon niveau. C'est-à-dire que quand vous allez faire du forensic sur un PC, par rapport à ce que vous voyez sur l'analyse ADN, la balistique, les empreintes digitales, les traces chimiques, ainsi que le forensic numérique, bien entendu, c'est hyper bien documenté. Le NIST a mené des travaux de recherche scientifique dans chacun de ces domaines et fournit vraiment des... Alors on dit des matériaux de référence, c'est pas comme ça qu'il faut voir, c'est vraiment des modes opératoires, des bibles techniques qui sont juste incroyables. Et toutes ces données vont vous permettre, qui vont être des données étalons, pour aider tous les laboratoires de criminologie, que ce soit aussi bien dans le monde cyber que dans le monde réel, à valider leurs méthodes analytiques et à garantir l'exactitude des résultats de tests. Par exemple, l'Institut a développé des standards de référence matérielle, ce qu'on appelle des SRM, spécifiques à la criminalistique, tels qu'une balle étalon ou un standard de quantification de l'ADN humain, afin de s'assurer que les laboratoires obtiennent des mesures fiables lors des analyses de preuves issues de scènes de crime. Ces matériaux de référence contribuent à la qualité et à l'uniformisation des analyses forensiques, renforçant la confiance dans le système judiciaire. Mais en plus, en parallèle de la recherche, le NIST s'attache à améliorer les pratiques forensiques pour le développement des normes et des guides. Il administre notamment l'Organization of Scientific Area Committee for Forensic Science, ce qu'on appelle l'OSAC, qui va coordonner l'élaboration de normes scientifiques couvrant un large éventail de disciplines médico-légales. Les normes, approuvées par l'OSAC, établissent des exigences minimales, des bonnes pratiques et des protocoles. C'est ça qui est hyper, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est ces fameux protocoles standardisés qui garantissent une fiabilité et la reproductibilité des analyses forensiques. Que ce soit dans le monde cyber ou dans le monde réel ou par rapport à ce que vous êtes en train de faire, cette méthode, c'est vraiment un niveau qualitatif. Alors, c'est vrai que ça va coûter un peu cher en niveau temps, etc. Mais quand vous avez fini votre forensic, vous êtes inattaquable. C'est-à-dire que vous êtes tellement factuel, vous avez tellement de preuves que, entre guillemets, c'est du bon boulot, quoi. Il faut savoir de plus
Que le NISC soutient aussi un centre d'excellence académique, c'est ce qu'on appelle le projet CSAFE, pour développer de nouvelles méthodes statistiques d'exploitation des preuves. Et au fil des années, le NIST a aussi contribué à des avancées majeures. Il a constitué la National Software Reference Library, l'une des plus vastes collections au monde de signatures numériques de fichiers logiciels. Eh ouais, il n'y a pas que Virus Total, hein. L'une des plus vastes collections. Alors, cette plus vaste collection au monde, elle va accélérer considérablement les enquêtes impliquant des preuves numériques. Donc là, on revient dans de la cyber. Et en plus, le NIST a développé de nouveaux outils pour détecter et identifier rapidement des drogues de synthèse, comme le fentanyl, aidant les forces de l'ordre face à la crise des opioïdes. En plus, le NIST a joué un rôle central dans le perfectionnement des techniques d'analyse ADN judiciaire, permettant d'innombrables identifications de criminels ou d'exonération d'innocents grâce à des empreintes génétiques toujours plus précises. Et l'ensemble de tous ces efforts, sciences, normes et outils, vise à faire progresser la fiabilité des preuves scientifiques au service de la justice et de la sécurité publique. Alors ça peut sembler un peu engagé comme discours, mais quand vous avez fini de lire les différents documents, etc., vous vous rendez compte que les cours qu'on apprend en forensique, en cyber, dans les universités, les écoles, c'est pas au bon niveau. Mais vraiment, c'est là on voit qu'on se rend compte que on forme on a été formé, moi le premier, hein, j'ai été formé en mode teubé. Et quand on commence à lire les trucs du NIST, on fait ah ouais, quand même, là c'est plus une marche, hein. Comme on dit, il faut traverser l'Atlantique, plus la Méditerranée, suivi de l'océan Pacifique pour arriver au bon niveau. Non, lisez, prenez du temps. Pour tous ceux qui font du forensique, c'est juste une Bible. C'est le bouquin à lire avant de s'endormir. Vous allez faire des rêves pas possibles. Le chercheur en cybersécurité, Bruce Schneier, expert, relaie de nouvelles révélations inquiétantes concernant le chiffrement des radios utilisées par les forces militaires et policières en Europe. En 2023, 3 analystes en sécurité néerlandais de la société Midnight Blue avaient découvert 5 vulnérabilités dans le standard radio européen TETRA. C'est ce qu'on appelle le Terrestrial Truncade Radio. TETRA est un protocole de communication radio adopté dans les années 90. Ouais, comme quoi, c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Pour tout ce qui est les réseaux de police, de gendarmerie, militaires et services de secours. Implémentés par des fabricants comme Motorola, DAM, Itera ou Sepura, ces failles étaient passées inaperçues pendant près de 30 ans, car les algorithmes de chiffrement interne de TETRA étaient tenus secrets par l'organisme de standardisation ETSI et n'avaient donc pas pu être examinés publiquement. Mais en 2023, la divulgation a levé la voile sur ces faiblesses structurelles, suscitant déjà à l'époque des interrogations sur un éventuel affaiblissement intentionnel du chiffrement. Désormais, en 2025, vous voyez, en 2023, on sort les différentes normes. 2025, les mêmes chercheurs néerlandais ont identifié une nouvelle faille touchant le chiffrement de bout en bout, le fameux E2EE, d'au moins un modèle de radio TETRA. Dans l'implémentation étudiée, un appareil de radio de marque Sepura, l'algorithme censé protéger les communications utilise en apparence une clé de 128 bits, mais réduit en pratique la clé à 56 bits avant d'opérer le chiffrement du trafic. Cette réduction drastique de la taille de clé affaiblit grandement la sécurité, rendant le chiffrement aisément cassable. Ah oui, c'est plus que cassable, là c'est une autoroute le truc. Et les communications susceptibles d'être espionnées. Les chercheurs ont découvert ce défaut en extrayant et en rétro-ingénierant l'algorithme de chiffrement embarqué dans les équipements Sepura. On ignore quelle organisation utilisait ces radios, mais ni même si les utilisateurs de ces radios sont conscients de la présence de cette porte dérobée dans leur communication chiffrée. Et selon Bruce Schneier, l'ensemble de ces éléments suggère fortement l'existence de backdoors intentionnels. Et je dis bien intentionnels. J'ai relu plusieurs fois l'article parce que j'avais beaucoup de mal au départ. J'ai dit, ah ouais, c'est quand même vraiment assez incroyable. Parce qu'elles ont été introduites dans ces systèmes radio sensibles. Et en d'autres termes, ces failles de chiffrement identifiées ne relèvent pas de simples erreurs fortuites. C'est pas comme on voit certaines choses de développement avec ça des vulnes. Mais elles pourraient avoir été délibérément implémentées dans le standard TETRA ou ces implémentations pour permettre des interceptions par des services de renseignement ou des fabricants. Ces révélations soulèvent des préoccupations majeures en matière de confiance dans les infrastructures de communication sécurisées des forces et de l'ordre militaire. Je vous recommande fortement l'article de Bruce Schneier. L'avantage, c'est que Bruce Schneier, il fait comme je fais sur le site de Radio Cessort, il source tout. C'est-à-dire que quand il vous dit qu'il y a une vulnérabilité, vous allez devoir rebondir. Ne soyez pas surpris, vous allez rebondir sur plusieurs sites web. Mais à chaque fois, vous avez une information qui est vérifiable. C'est un vrai bonheur à lire. C'est assez surprenant, mais pas tant que ça, parce que quand vous prenez les radios que vous achetez dans les années 90-2000, vous regardez les chipsets. Et quand on vous dit qu'à l'époque, ça va faire du 128 bits ou du 256, vous dites non, le chipset, il peut pas. Il supporte pas, il n'a pas la taille. Bon, faire un peu d'électronique.
Mais c'est passionnant, ça ressort et je vous cache pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet article. Les attaques par usurpation d'identité orchestrées via l'ingénierie sociale connaissent un essor tel qu'un nouveau modèle criminel émerge. On appelle ça le impersonation as a services, l'usurpation en tant que service. Les forums clandestins recherchent de plus en plus des intervenants anglophones spécialisés en social engineering, au point que la demande pour ce profil a plus que doublé entre 2024 et 2025, d'après The Register. La société de cybersécurité, ReliaQuest, le nombre d'annonces sur le dark web mentionnant cette compétence est passé de 4 l'an dernier à déjà 10 offres courant juillet 2025. Cette pénurie de social engineers anglophones indique que les campagnes d'hameçonnage vocal, les fameux phishing, de fraude au support technique ou d'autres arnaques ciblant les entreprises anglophones, vont probablement se multiplier. Les cybercriminels s'adaptent à ce qui fonctionne le mieux sur leur cible internationale. Et ce concept décrit une évolution comme un véritable modèle SaaS de la cybercriminalité. C'est un business model de type service en ligne, explique Aaron Pinter, directeur de la société de sécurité d'identité NameTag. En tant qu'acteur malveillant, vous pouvez souscrire un abonnement pour obtenir outils, formation, coaching, script et exploits clés en main afin de mener vos opérations d'infiltration. C'est juste lunaire. Et en pratique, ces kits d'usurpation combinent généralement l'ingénierie sociale sur mesure, donc vous allez avoir un hameçonnage ciblé par email ou téléphone, voire des faux supports techniques, avec des déploiements de rançongiciels ciblés presque toujours à but financier. Et cette industrialisation du social engineering permet à des criminels moins expérimentés d'accéder à des ressources professionnelles, de qualité, pour tromper leurs victimes, imitant les techniques qui faisaient jusque-là la marque de fabrique de quelques groupes d'élite. Une illustration concrète de ce phénomène est la collaboration soupçonnée entre les groupes de hackers de Scattered Spider et Shiny Hunter. Shiny Hunter est connu pour des attaques retentissantes en 2024. Vol de données chez les clients de Snowflake, Ticketmaster, AT&T. Ils se sont lancés à partir de juin 2025 dans une campagne de compromission de dizaines d'instances de Salesforce appartenant à des entreprises de grands groupes. Et pour ce faire, ils ont utilisé des tactiques d'ingénierie sociale élaborées. Typiquement, de faux appels du service informatique qui visaient à leurrer des employés. On vous en a parlé longuement sur Radio Cessert. Et à leur faire divulguer leur identifiant Salesforce. C'est la technique du phishing. Parmi les victimes figurent des maisons de mode comme Dior, Chanel, le bijoutier Pandora, l'assureur Allianz, Google ou encore l'éditeur de logiciels RH Workday. Mais d'après Aaron Pinter, Shiny Hunter a pu adopter l'approche haut de gamme de Scattered Spider en matière d'ingénierie sociale, possiblement en bénéficiant de son coaching et de ses outils, ce qui lui a permis de passer de simples vols de données opportunistes, comme on voyait encore généralement, à des attaques beaucoup plus ciblées visant la prise de contrôle de comptes sensibles au sein des entreprises visées. Et parallèlement à ce marché de l'ingénierie sociale alloué entre guillemets le as a services, les programmes en matière d'IA générative offrent de nouveaux atouts aux escrocs. L'IA va donner des... Alors, on va appeler ça des super pouvoirs. Ouais, c'est des super pouvoirs, mais c'est surtout que Scattered Spider, qui excelle dans l'automatisation de ses escroqueries, il va avoir des voix synthétiques convaincantes au chat automatisé capable de duper un employé. L'intelligence artificielle rend les attaques d'usurpation plus aisées à déployer à grande échelle. Et en outre, comme l'explique Jamie Mols, responsable technique chez ExtraHop, les cybercriminels collaborent entre eux et s'inspirent désormais des méthodes des groupes soutenus par des États. Ils appliquent des techniques sophistiquées de reconnaissance préalable, collecte d'informations, détails sur les cibles, les employés, les technologies, la culture, d'évasion des outils de sécurité, élévation de privilèges, déplacements latéraux dans les systèmes, autant de savoir-faire issus historiquement des fameux APT, les fameux groupes gouvernementaux ou qui étaient associés à des gouvernements et qui se retrouvent aujourd'hui dans la panoplie du crime. On est bien au-delà des canulars d'adolescents ou même au-delà du simple ransomware visant à extorquer une entreprise, observe Mols. Les compétences et techniques autrefois réservées aux acteurs étatiques se sont propagées à l'ensemble de la cybercriminalité et on voit clairement une collaboration active sur les forums clandestins, où les criminels s'échangent techniquement, services, compétences et ce phénomène ne va surtout pas disparaître. Alors effectivement, quand on suit un peu tout ce type de menaces, on constate que les groupes historiques d'APT qui avaient ce type de techno, qui bossaient à fond, ils ont aussi un ROI à avoir, parce que de plus en plus, les États leur amènent un soutien, mais ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir aussi de payer leurs factures, etc. Passionnant, à lire. Si vous faites de la CTI, bien entendu, vous allez adorer. Ça va vous permettre aussi de conforter une nouvelle type d'approche. Et c'est vrai que depuis qu'on voit les fameux les deepfakes, etc., qui passent avec l'IA, il y a des trucs, c'est chaud, hein, c'est vraiment tendu à détecter.
L'Australian Cybersecurity Centre, le fameux ACSC, a émis un nouveau bulletin appelant les organisations à renforcer la protection de leurs clés de cryptographiques et secrets face aux menaces numériques. Lorsque des entreprises utilisent des clés de chiffrement, des certificats ou des jetons d'API ou tout autre secret numérique au sein de leur système d'information, il est vraiment crucial qu'elles comprennent comment ces éléments pourraient être compromis par des acteurs malveillants. C'est vrai qu'on voit encore des gens qui disent ouais, c'est du chiffrement, c'est protégé, ça craint rien. Ils ont l'impression d'avoir un bouclier thermonucléaire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. La CSC souligne que la connaissance de l'évolution des menaces pesant sur les mécanismes cryptographiques permet de déployer les mesures de sécurité adaptées pour prévenir et minimiser les compromissions. En anticipant les risques, par exemple le vol de clés stockées sans protection ou l'exploitation de clés non révoquées, une entreprise peut considérablement réduire l'impact potentiel d'une attaque liée à ses clés ou secrets. C'est vrai qu'on voit énormément dans beaucoup de, dans beaucoup de serveurs, dans beaucoup d'appliances ou des devices, les clés de chiffrement, qu'elles soient privées, je parle des clés privées, elles sont à côté des clés publiques, sans aucune protection et avec un fichier TXT avec la passe-phrase. Ça se voit encore, c'est incroyable. Je vous recommande fortement l'article. J'ai le plaisir de vous annoncer que Linux a fêté ses 34 ans d'innovation dans l'open source. Le 25 août 2025, soit hier, la communauté a célébré le 34e anniversaire de Linux, le système d'exploitation open source initié en 1991 par Linus Torvald. J'ai pris un coup de vieux, je vous le cache pas. Le 25 août 1991 est en effet la date à laquelle Torvald, alors étudiant finlandais, a posté un message désormais historique sur le forum Usenet comp.os.minix, annonçait qu'il travaillait sur un système d'exploitation gratuit. Je vous cache pas qu'à l'époque, j'utilisais Minix et j'avais des BBS. Voilà, je vais parler un peu de moi comme d'habitude. Et le truc qui était hyper sympa, c'est que on essayait d'installer. Alors c'était Coherent, le système qui ressemblait le plus à Unix à l'époque, parce que c'était hyper compliqué d'en avoir, de le faire fonctionner sur des PC. Et son projet qui était modeste, il a été suivi. Alors la première version, la 0.01, non. Alors il s'est sorti en août. Moi j'ai le souvenir qu'on avait regardé ça avec René Cougnan et Nat Makarevitch en octobre, novembre. C'était juste avant les fêtes de fin d'année. On avait commencé à regarder et on avait les premières versions qui arrivaient sur disquette. Et à titre de comparaison, le noyau Linux actuel dépasse les 40 millions de lignes. Et il faut savoir qu'un an plus tard, en 1992, Owen Leblanc distribuait la première distribution Linux baptisée MCC Interim Linux, rapidement suivi par la sortie de la première distribution commerciale. Plus de 3 décennies plus tard, cet écosystème Linux est devenu un pilier de l'informatique. En 2024, on estime sa valeur économique quand même à plus de 21,97 milliards de dollars, avec une projection atteignant près de 100 milliards de dollars d'ici 2032. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Linux est passé du statut de simple projet universitaire à celui d'infrastructure logicielle mondiale. Aujourd'hui, les systèmes Linux, ainsi que son noyau, font tourner une part énorme des serveurs d'entreprise et des services grand public sur Internet. Il est au cœur du réacteur sur tous les systèmes mobiles d'Android, des objets connectés, des plateformes d'IA, sans parler d'innombrables systèmes embarqués dans les équipements électroniques du quotidien. Du petit hobby. Ce que je trouve extraordinaire dans ce projet, c'est que vraiment le petit hobby de 1991, Linux est ainsi devenu en 34 ans un centre technologique omniprésent, symbole de la réussite du logiciel libre et de la collaboration ouverte. Personne n'aurait cru qu'à l'époque, un étudiant allait autant faire bouger les lignes alors que Microsoft et IBM étaient sur un système de vente de licences, etc. J'ai pris un coup de vieux, je voulais le partager avec vous, c'est la 400e, donc je me fais plaisir. Mais c'est surtout le côté où on se rend compte que moi, je me souviens encore, je me promenais, j'avais plus de 50 disquettes pour installer un système Linux. 50 disquettes, ouais, c'est là qu'on se rend compte du truc. Et on n'était pas sûr quand on arrivait à la 50e disquette qu'on allait avoir une interface graphique, etc. Et quand on essayait de faire fonctionner ces BBS avec, donc il y avait des modems RTC, etc., il n'y avait rien qui marchait des premiers coups. Je peux vous assurer qu'on galérait bien, mais on était toute une communauté de personnes qui se retrouvaient le soir. On avait même déménagé. Alors ça, je vais vous donner un petit truc assez sympa. On avait déménagé à Enghien-les-Bains et grâce à des amis, on avait trouvé des appartements qui se succédaient en hauteur. J'étais au 3e, il était au 4e, etc. Et on avait les premiers réseaux disbastés. Donc il y avait des bouchons, il y avait des T pour ceux qui se souviennent à quoi ça ressemblait. Et on échangeait nos fichiers et on pouvait jouer déjà en réseau à des jeux, que ce soit des jeux comme Doom, Wolfenstein 3D. Mais c'était le truc, Linux nous avait vraiment marqué. Puis c'était génial, on avait quelque chose de multi-utilisateur. On pouvait mettre des terminaux, c'était carte série. Bon, je vais arrêter. Sinon, là, j'y passe 2 heures. C'était top. On va revenir à la cybersécurité. Alerte générale 24 heures sur 24.
3 nouvelles failles ajoutées au catalogue de la CISA des vulnérabilités exploitées a été annoncée le 25 août. L'ajout de ces 3 nouvelles failles, c'est une décision qui va s'appuyer sur des preuves d'exploitation. Donc en un mot, ces vulnérabilités, c'est pas juste pour dire qu'elles sont c'est des vulnes. Non, elles sont exploitées. Il y a des cybercriminels qui sont dessus. Alors la première, elle va nous faire plaisir, c'est la CVE 2024-8069. C'est une vulnérabilité de désérialisation des données non fiables dans Citrix Session Recording. La CVE 2024-8068, vulnérabilité de gestion de privilèges dans Citrix Session Recording. Si vous avez des Citrix exposés sur Internet, je vous recommande plus que fortement de patcher, de vérifier, de mettre des mesures de surveillance. Et la dernière, la CVE 2025-48384, c'est une vulnérabilité de suivi de liens dans les logiciels de gestion du code Git. Et d'après la CISA, toutes ces failles figurent parmi les vecteurs d'attaque les plus couramment utilisés actuellement. Bref, on ne réfléchit pas, on applique les patchs. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 26 août 2025 touche à sa fin, c'était la 400e. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé de moi. J'aurais pas dû, mais ouais, ça me fait plaisir. Et puis il est déjà 22h30, comme quoi je suis un peu à la bourre. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, et on écoute Radio Cesseur. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.